fiscale agressive, des problèmes de double non-imposition, mais qu'une fois que les mesures du paquet BEPS qui ont été adoptées en 2015 seront bien mises en œuvre, et actuellement le processus de mise en œuvre est justement assuré par le cadre inclusif, toutes ces problématiques seront résolues et donc finalement le cadre existant, les principes fondamentaux ne sont pas remis en cause dans leur efficacité, dans leur caractère approprié. Donc spectre de position clairement très large, ce qui constitue un véritable défi pour nous et les travaux qui doivent être menés dans les années à venir. Mais je terminerai là-dessus sur une note positive, puisque dans ce même rapport intérimaire, qui a été remis par le cadre inclusif, nous avons un engagement formel de tous les États membres du cadre inclusif, plus de 110 États, de tout mettre en œuvre pour parvenir sur ces sujets à une solution consensuelle et multilatérale d'ici à 2020. Et de surcroît, nous avons cette nouvelle position des États-Unis qui annonce peut-être des lendemains meilleurs pour les travaux du cadre inclusif sur ces sujets liés à la territorialité. Merci Eric. Avant de me tourner vers Jean-Pierre, je vais essayer de résumer ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Donc, de nouvelles territorialités et une territorialité largement désétatisée, des espaces économiques, un État non spatial avec des acteurs non étatiques qui viennent concurrencer, une numérisation de l'économie et une sorte de désaccord des États au-delà de BEPS. D'ailleurs, quand on a fait BEPS, on a clairement indiqué dans le rapport que ça ne traitait pas la question de la répartition des droits d'imposer. Le but, c'était de tuer la localisation de profit dans des juridictions où il ne se passe rien. Et de dire, ben voilà, on va accroître le gâteau, et puis après, vous reviendrez discuter de comment vous le partagez. Et le seul point où cette question de répartition des droits d'imposer avait été un peu sensible, c'était l'action 1. Vous voyez, voilà, il y a du BEPS, mais il y a quelque chose au-delà de BEPS. Et ce qui est très intéressant et paradoxal, et ça va faire le lien avec la présentation de Jean-Pierre, c'est que les États-Unis, de la précédente administration, qui était censée être très pro-multilatérale et très engagée, en gros, avait exprimé une position très claire qui était no. Discute pas. Which part of no don't you understand? Vraiment, on a dit non. Vous ne comprenez pas, on refuse de parler ça en parlant de niveau. Et le paradoxe, c'est que la nouvelle administration, qui n'est pas nécessairement le chantre de multilatéralisme, dit non, non, il faut qu'on en discute. Vous avez bien raison. Vous voulez taxer Google and the likes, mais vous avez raison. On a un problème plus global. D'ailleurs, c'est pas que Google et les autres, c'est l'ensemble des entreprises, elles ne sont pas assez taxées dans les pays où il y a les consommateurs. Et le phénomène que Eric vient de décrire, c'est vous avez une sorte de menace, je ne sais pas si c'est de la territorialité ou pas, mais une menace du fait de la modernisation de l'économie, dont la numérisation est un aspect, qui fait que les pays de consommation auront de moins en moins de connexion pour taxer les entreprises. Et donc la nouvelle position américaine, telle qu'elle a été exprimée, alors on vous la décrypte un peu, parce qu'à ce stade, vous avez seulement des déclarations du secrétaire d'État au Trésor, Steve Mnuchin, dans les réunions du G20 et dans quelques communiqués de presse, mais la position, elle est plutôt dans cette direction-là. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est ceux qui criaient au loup, en disant on veut taxer ces entreprises numériques, qui disent oups, oui, mais en fait, non. On veut bien les taxer, mais pas forcément sur une question de répartition des droits d'imposer. C'est parce qu'il y a des user contributions, il y a des données, il y a des choses qui se passent, et c'est ça qu'il faut taxer. On veut taxer les GAFA. Tu as utilisé l'expression. Je vais interdire dans les équipes d'utiliser cette expression parce que, en fait, elle conduit à des concepts qui ne fonctionnent pas. On va taxer les GAFA, mais en fait, si on prend les user contributions, on taxe les GAFE. On taxe Google et Facebook, mais on ne prend pas Amazon, parce que dans Amazon, il n'y a pas de user contribution. Et puis on ne prend pas Apple, parce que voilà. Ce que je dis des GAFA, c'est que ça mélange des pommes et des poires. En tout cas, une grosse pomme et des poires. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et je pense que ce qui est en train de se passer dans ce monde-là, eh ben, ça vient de la réforme fiscale américaine. Jean-Pierre. Merci Pascal. Alors, la réforme fiscale américaine est probablement, après BEPS, je pense, un des éléments majeurs du
internationale, en tout cas du paysage de la fiscalité internationale au cours des 10 dernières années. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, et je ne serai pas très long sur les éléments techniques, pour laisser la place un peu à la discussion, parce que je pense que c'est un sujet qui mérite un échange, il faut se rappeler d'où on part, d'où on partait plutôt. On partait d'une situation où nous avions les États-Unis qui avaient un régime fiscal singulier, avec un principe d'imposition mondiale, qui faisait l'objet de critiques multiples, des critiques par un certain nombre de pays européens, par des acteurs américains. On peut se rappeler un certain nombre d'interviews de Tim Cook, par exemple, qui était monté au créneau pour dire que le système américain était absurde, ou de la part de Pascal Saint-Amand dans des différentes assemblées, y compris devant des Américains. On avait donc ce système d'imposition un peu particulier, singulier en tout cas dans le paysage qui prévalait jusqu'alors. Un taux d'imposition global à plus de 40%, qui était quand même très élevé et qui était on peut moins compétitif au regard de l'évolution observée depuis de nombreuses années sur le taux de l'IS, et puis un système qui encourageait mécaniquement, institutionnellement, les acteurs américains à entasser les dollars dans des juridictions hors des États-Unis, et on chiffre les montants ainsi accumulés à plus de 3 000 milliards de dollars. Alors, la réforme portée par l'administration Trump visait, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a décrit, visait 3 objectifs complémentaires. 1, encourager l'investissement sur le territoire américain. 2, rapatrier les profits qui sommeillaient hors des frontières. Et puis 3, prévenir l'érosion de la base imposable aux États-Unis. Et tout ceci est exprimé parfaitement dans l'intitulé du projet de réforme, c'est Tax Cuts and Jobs Act. Bon, on voit bien qu'il y a non pas une coloration fiscale, mais une coloration très économique à cette réforme. Et de fait, quand on regarde cette réforme, c'est la plus grande réforme fiscale aux États-Unis depuis l'ère Reagan. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, j'y reviendrai, c'est une réforme qui est extrêmement sophistiquée dans son paramétrage. Et avant de rentrer dans la mécanique de celle-ci, peut-être une dernière remarque, c'est qu'une réforme aussi importante, alors même qu'il y avait eu dans le passé des tentatives de changer la territorialité de l'IS aux États-Unis, mais qui ont tourné rapidement en cours, cette réforme a été réalisée dans des temps extrêmement brefs. Et on peut se rappeler l'enchaînement extrêmement rapide des annonces en décembre 2017, les représentants des deux chambres qui tombent d'accord sur un texte commun le 15 décembre 2017, le vote des deux chambres qui intervient 5 jours après, le 20 décembre, et le texte définitif qui est signé le 22 décembre par le président Trump. Et c'est un texte bipartisan, c'est aussi un élément important de compréhension. Alors, il y avait une double urgence, et cette célérité dans la rédaction d'un texte, elle s'explique à la fois par une volonté politique claire de la part de l'administration Trump d'enfin incarner un élément majeur et clé de la campagne électorale de Trump, qui était la réforme fiscale. Et dans mes propos, je vais traiter la partie personne morale, entreprise. Mais n'oubliez pas que la réforme Trump, c'est aussi un volet important sur les personnes physiques, et c'était donc un élément important de discours à l'égard des électeurs américains. Mais ce n'est pas la seule raison de la célérité d'un consensus, et on y reviendra tout à l'heure, sur les autres raisons qui peuvent expliquer pourquoi on a pu avoir un consensus bipartisan sur cette réforme. Alors, de manière synthétique, que dire de cette réforme sur, encore une fois, le volet entreprise? La mesure emblématique telle qu'on la retient habituellement, c'est la réduction du taux de l'impôt fédéral sur les sociétés de 35 à 21%. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas courant, une diminution aussi brutale du taux de l'IS. On avait été accoutumé dans d'autres juridictions à une diminution lente et progressive de ce taux d'IS. Là, c'est une diminution extrêmement brutale qui revient en plus sur un barème progressif qui était composé de 4 tranches,
qui s'est allé de 15 à 35%. Et donc, de fait, les États-Unis deviennent aujourd'hui un territoire attractif comparé à d'autres juridictions. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque vous savez qu'aux États-Unis, vous avez l'autodièse fédéral auquel s'ajoute l'autodièse des différents États, et donc on est en réalité au-dessus de 21%. Les choses sont aussi probablement plus compliquées parce que aux États-Unis, comme vous avez cette coexistence de deux IS, c'est pas parce que l'État fédéral change la manière d'appréhender la base que nécessairement les États eux-mêmes s'alignent automatiquement sur celle-ci, puisque vous avez trois cas de figure différents, un alignement automatique, un alignement optionnel, et puis pas d'alignement. Donc, pour les entreprises qui sont installées aux États-Unis, on peut avoir eu une incidence de complexité supplémentaire du fait de cette réforme fiscale américaine. Simultanément à la diminution brutale des taux, le gouvernement américain a supprimé l'alternative minimum tax, qui était un moyen d'imposer à un taux effectif plus fort les entreprises qui pouvaient, au travers d'un certain nombre d'avantages fiscaux, bénéficier d'une imposition effective extrêmement faible. Cette diminution du taux d'IS a naturellement été bien présentée comme étant une mesure de compétition fiscale. Elle, néanmoins, doit être tenu compte du fait que si on a baissé le taux, on a aussi élargi l'assiette, et un certain nombre de déductions qui étaient importantes pour les entreprises américaines ont été remises en cause. On a la limitation de la déductibilité des frais financiers à 30% de l'EBITDA, mais ça c'est, je dirais, un standard désormais commun et international, et c'est bien une incarnation très concrète de BEPS. La limitation de la déductibilité des pertes reportables, qui fait aussi partie plus ou moins des standards que l'on peut observer, plus, et c'est là où ça devient intéressant, 3 mesures spécifiques, innovantes, et qui viennent enrichir la réflexion sur la manière dont les gouvernements peuvent traiter leurs bases imposables. Et à bien des égards, c'est une manière assez disruptive de traiter ces questions. Alors, quelles sont ces mesures? Les Américains aiment bien les acronymes, alors on va utiliser leurs acronymes. On a une première mesure qui s'appelle la mesure BEAT. Base Erosion Anti-Abuse Tax, ça sent bon le BEPS hein, quand on l'entend. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une mécanique qui vise à préserver un taux d'imposition effective minimum aux États-Unis. En réalité, on a une deuxième liquidation de l'IS aux États-Unis avec un taux différent, qui est de 5% en 2018, 10% de 2019 à 2025 et 12,5% au-delà. Donc on voit le chalut remonter progressivement, avec une base qui est différente, corrigée d'un certain nombre de choses, et qui concrètement vise à réintégrer les sommes payées à des parties liées étrangères qui sont considérées comme étant non déductibles. Alors il y a quelques exceptions. Il y a une exception qui concerne le coût des produits vendus, ce que les Américains appellent les costs of goods sold, et puis quelques services pour lesquels on a encore une incertitude sur le champ d'application précis, qui concerne les services éligibles à la Service Cost Method. Globalement, ce sont des services qui sont facturés sans marge. On voit bien que là, l'objectif poursuivi par l'administration américaine, c'est de préserver la base taxable aux États-Unis et de faire en sorte que les refacturations de prestations de services, de redevances, d'intérêts hors des États-Unis voient cet impact être limité. Et j'ai oublié de préciser que cette mesure vise essentiellement les multinationales, puisque pour pouvoir tomber sous le coup de cette mesure de sauvegarde de la base américaine, il faut remplir 2 critères. D'une part, avoir des revenus bruts annuels moyens sur 3 ans qui excèdent 500 millions de dollars, et d'autre part, avoir des paiements à des parties liées étrangères qui excèdent 3% des charges déductibles. Néanmoins, c'est un impact assez majeur sur les grands acteurs de l'économie mondiale. Deuxième mesure originale du dispositif, c'est la mesure des Foreign Derived Intangible Income, FDII, qui est une manière originale de décliner le concept de patent box d'une certaine manière.
c'est la patent box à l'américaine. Concrètement, on a l'application d'un abattement de 37,5% sur les revenus de sources étrangères liés à des actifs incorporels détenus par des sociétés américaines, et ceci revient à imposer les profits générés par ces actifs à un taux effectif de 13,125%. Ces revenus réputés perçus par la société américaine s'entendent du montant total des revenus en provenance de l'étranger, diminué d'un rendement notionnel de 10% de la valeur imposable des actifs corporels amortissables détenus par la société. On voit bien que l'objectif poursuivi par l'administration américaine, c'est de s'assurer que les incorporels soient localisés aux États-Unis, et c'est une manière aussi pour celle-ci d'indiquer aux grands groupes américains qui, autrefois, enfin, sous l'Ancien Régime, avaient éclaté de façon puzzle l'ensemble de leurs actifs incorporels au travers d'un certain nombre de juridictions attrayantes, de les faire revenir aux États-Unis au motif que le climat et que l'herbe y est plus verte. Et donc là, on a une mesure qui s'inscrit assez bien dans tous les travaux qui ont été menés par BEPS, mais qui est une mesure qui pourrait être considérée comme étant assez agressive sur le terrain de l'attractivité fiscale. Et puis il y a un dernier instrument qui a le joli nom de GILTI, qui me fait penser un peu à la troisième lame du rasoir Gillette, hein, ça ressemble un peu à cela. C'est un instrument qui s'appelle le Global Intangible Low Tax Income, et qui consiste à permettre la taxation immédiate de certains profits réalisés par des sociétés étrangères contrôlées par une société américaine, lorsque ces profits sont considérés comme insuffisamment taxés localement. Le but, là, il est tout à fait clair, c'est de décourager l'érosion de la base fiscale américaine en rapatriant sous le contrôle du fisc américain les revenus générés par les filiales contrôlées hors des frontières américaines. Alors, quand on prend un peu de recul face à l'ensemble de ces mesures, que peut-on en dire? D'abord, il y a une première question, c'est comment interpréter cette réforme? Ou plutôt, qu'est-ce qu'est cette réforme et qu'est-ce qu'elle n'est pas? On insiste sur le fait que c'est une refonte du système d'imposition. Oui, c'est une refonte du système d'imposition américain, et en réalité, il s'agit plutôt d'un passage partiel d'un système d'imposition mondial à un système territorial. Parce qu'on a une exonération à 100% des dividendes reçus en provenance des filiales étrangères détenues à plus de 10% depuis plus d'un an. Donc oui, on a bien un mouvement vers un système territorial, mais il y a une forme d'hystérésis de la territorialité élargie, parce qu'il reste un certain nombre d'instruments qui permettent à l'administration fiscale américaine de conserver la main sur les revenus et profits réalisés directement ou indirectement par les intérêts américains hors du territoire des États-Unis. Alors, il y a immédiatement des mesures qui continuent d'incarner la vision mondialiste de la fiscalité américaine. Il y a notamment la taxe transitoire sur les profits qui n'étaient pas rapatriés et qui permet de financer en grande partie les mesures fiscales ainsi prises, et notamment le volet concernant les personnes physiques. Il y a des mesures anti-hybrides qui sont aussi un signe de cette extraterritorialité du système américain. Il y a la mesure GILTI dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis il y a un autre élément qui a tendance à passer inaperçu, mais qui n'est pas sans conséquences et qui est susceptible d'avoir des conséquences notamment sur des groupes européens qui auraient des structures américaines, c'est l'élargissement des règles de détermination du statut du Control Foreign Corporation, CFC, avec notamment la modification ou l'élargissement du régime prévu par la Subpart F, et qui est une manière insidieuse d'élargir la possibilité pour les États-Unis d'appréhender des revenus de filiales étrangères non domiciliées aux États-Unis. Et l'impact de cette simple mesure très technique en apparence est probablement plus important que celle que l'on peut être amené à imaginer de prime abord. Deuxième chose, est-ce que cette manière de concevoir ou d'articuler une politique fiscale n'est pas une vision teintée d'unilatéralisme fiscal?
Alors, ce qui est clair, c'est que cette politique fiscale américaine incarne une vision très protectionniste de la base fiscale américaine. On voit bien, on a un ensemble de mesures qui incarnent une asymétrie dans le traitement fiscal. C'est-à-dire, je protège bec et ongle l'assiette américaine et je pénalise les flux sortants des États-Unis au profit des autres juridictions. Donc, on a bien là une volonté manifeste de la part des États-Unis de protéger sa base, d'inciter au rapatriement du cash, d'inciter au rapatriement de la propriété intellectuelle et de créer les conditions de flux de revenus durables dans le temps. Mais au-delà de cela, il y a aussi une posture qui écarte d'une manière assez brutale tout l'édifice de coopération internationale en matière fiscale tel qu'il a été bâti au cours des nombreuses décennies précédentes. Parce que l'ensemble de cet arsenal pose un certain nombre de questions au regard d'un certain nombre de standards ou de normes. Première question évidente, c'est est-ce que l'ensemble de ces mesures sont BEPS compatibles? On pourrait être tenté de se dire la réforme fiscale américaine, c'est la réponse à BEPS, puisque, même si on ne l'a jamais exprimé ainsi, le désordre qui prévalait avant BEPS était en grande partie dû à cette politique fiscale américaine et au fait que celle-ci incitait un certain nombre de grands groupes américains à cumuler les avantages divers et variés et à créer une distorsion de compétition entre les différentes entreprises américaines d'un côté et du reste du monde de l'autre. Et donc la réforme américaine, c'est peut-être le moyen de répondre à toutes ces critiques qui expliquent en grande partie BEPS. Mais pour ce faire, il faudrait que cette réforme américaine soit totalement respectueuse des principes qui ont été détaillés dans les 15 actions du projet BEPS. Alors, on a posé la question à Pascal Saint-Amand, d'autres l'ont posé, et celui-ci a insisté sur le fait que cette réforme américaine comportait un certain nombre de mesures qui incarnaient bien le projet BEPS. Alors, on a cité quelques-unes, les mesures anti-hybrides, la limitation de la déductibilité des charges d'intérêt. Pour autant, c'est prendre le sujet probablement par la face sud. Maintenant, si on le regarde du côté de la face nord, je ne suis pas convaincu que cette face soit aussi avenante. Et ceci m'amène notamment à évoquer le sujet de la compatibilité du FIDI avec l'action 5. Est-ce que ces deux approches sont parfaitement alignées et compatibles? Et est-ce qu'on n'a pas là l'incarnation d'une prise en compte à géométrie variable par les États-Unis de l'ensemble des recommandations BEPS? Ça m'amène à une deuxième interrogation, c'est est-ce que l'ensemble de ces mesures sont compatibles avec un autre corps de règles, notamment les règles principes posés par l'OMC. La Commission européenne s'est notamment émue de ce sujet, actionnée en cela par un certain nombre de gouvernements, des gouvernements européens qui ont d'ailleurs écrit une belle lettre au début de l'année au secrétaire d'État américain sur ce sujet, avec notamment deux angles d'attaque. Le premier qui concerne BIT, en soulignant le fait qu'on avait là une discrimination et une incompatibilité avec les règles de l'OMC, parce que de facto, cette mesure fiscale conduit à imposer des achats étrangers et non des achats aux États-Unis. Et puis, concernant la mesure FIDI, est-ce que ce n'est pas une subvention déguisée à l'exportation et est-ce qu'elle ne serait pas incompatible avec les recommandations de l'action 5 de BEPS? Alors, la Commission européenne nous dit qu'elle discute avec les États-Unis sur ces questions. On peut espérer qu'elle soit plus approfondie et plus fructueuse que celle que les partenaires européens ont aujourd'hui sur d'autres sujets comme les sujets environnementaux. Dernière interrogation, c'est la compatibilité de cette réforme fiscale avec les conventions fiscales. Parce qu'effectivement, ces nouveaux instruments n'ont jamais été dans l'esprit des signataires des conventions fiscales. Ce sont des nouveaux objets fiscaux qui apparaissent dans le paysage et il n'est pas certain que les conventions permettent de surmonter les difficultés ainsi créées
alors même que nous sommes face aux États-Unis, dont on sait qu'ils mettent sur le même plan les lois fédérales et les conventions fiscales internationales. Et donc on aura probablement un conflit de normes à gérer. La Commission européenne a été saisie de ce sujet par le Parlement européen, et la réponse de celle-ci a été de dire c'est un sujet conventionnel, donc c'est un sujet entre les différents États. Donc on va voir chacun des États commencer à discuter le sujet avec les États-Unis. Il n'est pas certain que ce désordre dans la discussion avec les États-Unis puisse conduire à un traitement fiscal favorable de cette question, et une réponse défavorable, ça revient à une situation de double imposition qui, me semble-t-il, dont l'élimination était au cœur des préoccupations de BEPS. Alors, ça m'amène à une dernière question. Est-ce que cette réforme fiscale américaine ne va pas conduire à créer un nouveau désordre fiscal international? Puisque si on pouvait interpréter la réforme fiscale américaine comme étant la réponse à BEPS, et donc la brique américaine à l'élaboration d'un nouvel ordre international fiscal apaisé, est-ce qu'en réalité tout ceci ne va pas créer plus de troubles que répondre à de vrais aux questions posées initialement? Alors, premièrement, à court terme, il y a de l'insécurité juridique. Il y a de l'insécurité juridique qui est induite par la réforme elle-même, puisque, compte tenu de la célérité avec laquelle la réforme a été adoptée, l'administration fiscale américaine n'a pas eu le temps de commenter dans le détail cette réforme. Et aujourd'hui, les entreprises et les praticiens sont confrontés à un certain nombre de difficultés techniques réelles sur l'interprétation du champ d'application de ces mesures, et notamment des mesures anti-abus, ce qui ne facilite pas les choix, alors même que ces différents instruments sont d'ores et déjà rentrés en application. À très long terme, on peut avoir une incertitude sur la pérennité de la réforme en tant que telle, d'autant que celle-ci s'avère être très coûteuse et que l'on n'est absolument pas sûr que les revenus financiers qu'elle est censée induire seront au rendez-vous pour financer notamment le volet personnes physiques. Mais au-delà de tout cela, est-ce qu'on n'a pas en face de nous une vision égoïstement unilatérale qui va conduire un certain nombre d'autres gouvernements à s'interroger sur l'intérêt de dupliquer dans leur propre législation ces instruments asymétriques de protection de leur base. En fait, quand on regarde les choses avec un peu d'objectivité, on peut se dire que cette stratégie fiscale, elle est une des pièces de la politique plus générale des États-Unis, qu'on retrouve également sur le terrain douanier, et qui procède d'une même vision philosophique et politique du monde, c'est-à-dire on préserve absolument les emplois américains, on rejette la vision ricardienne des avantages du libre-échange, et on est tenté par un impérialisme fiscal et douanier unilatéral. Et pour moi, cette réforme américaine incarne aussi un glissement de concept ou de stratégie sur le domaine en matière de compétition fiscale internationale. Jusqu'à présent, on avait une compétition fiscale internationale qui se focalisait sur la diminution des taux, ou de l'assiette, mais d'abord aujourd'hui des taux, et on avait des petits David qui s'en prenaient au Goliath en ayant une fiscalité extrêmement attractive. Et en regardant ce que les États-Unis sont en train d'achever, on se demande si ce n'est pas la revanche du Goliath, avec un ADN qui a fondamentalement changé dans le régime fiscal américain. Autrefois, l'ADN du régime fiscal américain, c'était un mode d'encouragement de la projection des sociétés américaines sur les marchés étrangers en facilitant leur capacité à acquérir leurs compétiteurs, puisqu'on leur permettait d'amasser des sommes hors imposition et on les empêchait de les rapatrier compte tenu des taux d'imposition élevés. Et donc il n'y avait qu'une seule chose à faire avec ces sommes, c'est acquérir les compétiteurs et donc grossir et devenir des acteurs majeurs de l'économie mondiale. Et donc on avait un ADN très offensif de la politique fiscale américaine, et là on change l'ADN et on vient à un régime fiscal beaucoup plus défensif,
en ce qu'il cherche à attraire de la base fiscale aux États-Unis, à la fois par un taux d'IS faible, mais surtout par des mesures empêchant les revenus que seraient en droit de taxer les autres juridictions entre leurs mains. Et donc, on a là une métaphore de la politique étrangère américaine qui marque à la fois un rejet de la coopération internationale et un repli sur soi. Mais au-delà de tout cela, et je l'ai dit, c'est un régime fiscal extrêmement sophistiqué qui a été conçu par des techniciens que l'on connaît, Pascal et moi, qui sont de remarquables techniciens de l'IS. Au-delà des caractéristiques de cette politique fiscale, ce qui, moi, me semble être le plus inquiétant, c'est quelle est la capacité de réponse des autres acteurs de l'échiquier fiscal international à cette politique finalement très agressive. Le seul acteur à avoir réagi aujourd'hui, c'est la Chine, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que la Chine a réagi dans la semaine de la publication de la réforme fiscale américaine, en prenant une mesure certes ponctuelle, également d'attractivité sur la fiscalisation des investissements réalisés dans un certain nombre de secteurs sur son territoire. Mais de l'autre côté, on ne peut que constater que l'Europe demeure dans l'incapacité de parler d'une seule voix sur un tel sujet, et que si cette incapacité à prendre la parole et à prendre le lead sur ce sujet se confirme, eh bien on ne pourra que reconnaître que l'asymétrie stratégique dont bénéficie et profite l'économie américaine restera malheureusement la loi des reins de la fiscalité internationale. Merci Jean-Pierre pour cette évaluation assez européenne de la réforme fiscale américaine, mais c'est un point de vue extrêmement important. Je suis pas en désaccord avec ce qui a été dit. Peut-être deux commentaires avant de me tourner vers Bernard et Karine, deux commentaires supplémentaires. Ce qui est assez fascinant quand même, et là je prends une casquette un peu mondialiste, ou en tout cas vision globale ou mid-atlantique, c'est que qui aurait pu penser que le Sénat républicain américain adopterait une réforme fiscale qui consiste fondamentalement en un élargissement des bases, même s'il y a les dimensions que tu as indiquées sur la FDII, la FIDI, mais fondamentalement, vous avez une baisse drastique du taux, un niveau qui est sans doute pas très fiscalement soutenable, budgétairement soutenable, et donc la contrepartie, et c'est beaucoup plus démocrate que républicain dans l'approche américaine, un élargissement des bases brutal. Et ça, c'est assez fascinant de voir que, finalement, qui aurait pu penser, tu as à juste titre relevé qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont clairement écartées de la doxa BEPS et de ce qui avait été accepté, mais qui aurait pu penser que le Sénat américain adopterait en droit américain des choses développées par l'OCDE avec un secrétariat dirigé par un Français, enfin, certainement pas moi. Donc là, vous avez quand même une dimension qui est assez intéressante. La philosophie de la réforme fiscale américaine, malgré tout ce que tu as décrit, c'est quand même un élargissement assez radical des bases. Je dis cela parce que on parle beaucoup de compétition fiscale, c'est le début d'une compétition fiscale avec la baisse du taux. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt un alignement des États-Unis sur le reste du monde. Maintenant, il y a la dimension que Jean-Pierre a indiquée, qui est par la FDII, notamment la FIDI, cette disposition qui est, en gros, qui pourrait être considérée, peut-être, par l'OMC comme une subvention à l'exportation, par un taux réduit, qui introduit une dimension un peu agressive, mais que je verrais plutôt aux marges de la réforme qu'en son cœur, même si elle résonne beaucoup avec l'agenda politique de l'actuel président. Je dis cela aussi parce qu'on a été plus ou moins impliqués, ou en tout cas on a suivi de près cette réforme fiscale, et ce n'était pas le cœur du dispositif. Ça aurait pu même ne pas être dans le dispositif. Ça l'a été. C'est comme le beat, j'évite de donner un genre en français, ce mot. Mais le beat, vous avez quelque chose qui secoue le système, qui n'est pas stabilisé, et qui, à mon avis, va signaler une sorte de défiance des États-Unis envers des principes qu'ils ont défendu bec et ongle jusqu'à présent, notamment dans le cadre de BEPS, Action 8 et 10. Et je trouve que cette dimension-là est extrêmement intéressante.
En un mot, parce qu'on doit se tourner vers... Oui, oui. Je voulais juste rajouter un point dans les raisons qui expliquent aussi la célérité avec laquelle l'administration fiscale américaine et les deux parties ont pu se mettre d'accord sur la réforme, c'était qu'il y avait urgence dans la mesure où les Européens commençaient à toucher au frisbee. Et à partir du moment où on a vu des aides d'État se mettre en branle et commencer à challenger les États-Unis sur une partie des 3 000 milliards entassés à l'étranger, il y avait urgence pour les États-Unis à trouver une parade pour faire en sorte que ces sommes ne soient pas, pour le coup, volées de leur poche. Je ne sais pas. En tout cas, nous avons assurément une nouvelle réforme fiscale qui est, comme ils le disent là-bas, the law of the land, et pour un moment, même si certaines dispositions ne seront sans doute pas définitives. Gardons en tête néanmoins que le paquet, en raison des règles budgétaires américaines du Parlement, c'est un paquet pour 10 ans. La plupart des mesures pour les personnes physiques sont temporaires, parce qu'elles n'étaient pas finançables au-delà de 10 ans, alors que les mesures pour les entreprises sont définitives. Maintenant, je crois qu'il y a des défis techniques sur un certain nombre de provisions, notamment la Base Erosion Anti-Abuse Tax, qui va sans doute donner lieu à des évolutions. Alors voilà, on a vu que, en gros, le système de souveraineté fiscale lié à un territoire avec des acteurs qui ne seraient que marginalement internationaux, c'est fini. Un peu partout. On a vu que non seulement c'est fini, mais que la numérisation de l'économie, elle ne fait qu'accroître ce problème et que c'est un peu le désordre. En tout cas, dans les positions et les réactions des États, entre la tentation unilatéraliste des Européens et ou des États-Unis, ou sur une solution de long terme, où est-ce qu'on met le curseur, est-ce qu'on veut vraiment ouvrir certains débats, avec, après BEPS, qui a fixé un niveau de coopération, je crois, jamais atteint auparavant, et même si on voit surtout les écarts par rapport aux mesures qui ont été adoptées, on a quand même une convergence assez massive, y compris des États-Unis, mais avec, de la part des États-Unis, des nouvelles règles du jeu, qui peuvent aussi questionner, voir les règles de prix de transfert habituelles et autres, et une ouverture pour parler de la numérisation de l'économie par une nouvelle approche. Alors, ce nouveau paysage-là est-il un chaos indescriptible et dans lequel vous êtes complètement perdu? Est-il pas plus chaotique dans le passé et permet-il surtout aux États d'assurer leurs recettes d'avenir et aux entreprises de faire leur business en payant leur chèque fiscal à la fin de l'année sans dépenser trop de sous dans vos services respectifs, parce que vous ne créez pas beaucoup de valeur, ni Bernard ni Karine, vous êtes plutôt des centres de coûts, et on va essayer de limiter les coûts au plus bas. Donc Bernard, toi qui es dans une entreprise qui souffre, je l'avais compris il y a quelques années quand on a lancé BEPS, de la numérisation, en tout cas de la concurrence des acteurs américains qui pouvaient bénéficier d'une double non-imposition qui prend fin aujourd'hui avec Guilty, puisque si on parlait de taux effectif d'imposition de certaines boîtes américaines de 2 ou 3%, il faut faire attention aux chiffres. Vous avez peut-être vu que les chiffres utilisés par la Commission européenne qui viennent d'un rapport PwC a sorti un communiqué de presse en disant c'est absolument faux, n'utilisez surtout pas ce chiffre-là, qui prévoyait un écart de taxation de 14 ou 18% entre le libraire du coin et Amazon, pour faire bref. Mais donc, voilà, Vivendi, comment réagissez-vous à cet environnement et comment se pose l'avenir de l'IS? Alors, vaste programme. Je vais faire quelques remarques peut-être préliminaires. La première, je regarde mon amie Béatrice Day, qui est dans la salle et qui est directrice fiscale de LVMH. Nous avons été entendus il y a quelque temps auditionnés par le Sénat sur la question de la territorialité. Et le lendemain, dans la presse, on disait que LVMH et Vivendi défendaient la non-imposition des GAFA. Donc, ce n'était pas tout à fait le sens du propos, mais en tout cas, je voudrais juste dire ici qu'on ne défend pas, enfin je parle pour Béatrice, la non-imposition des GAFA. La deuxième chose que je voudrais dire en préambule, c'est que les entreprises sont légalistes. Quel que soit l'environnement et les changements de cet environnement, les entreprises appliquent la loi. Et donc, elles peuvent avoir conscience quelquefois de ne pas aimer le montant de l'impôt qu'on leur demande de payer, mais en tout cas, quand elles doivent le payer, elles le payent.
Et on est dans des environnements qui sont extrêmement mouvants. On a parlé de BEPS, on a parlé de la réforme fiscale Trump, mais c'est tous les jours et dans tous les pays qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent et qui conduisent les entreprises à devoir s'adapter ou s'acclimater. Et donc c'est à la fois nouveau, mais c'est à la fois permanent. Pour illustrer le propos, je rappellerai que nous avons en France une loi de finances tous les ans, quelquefois deux avec une loi de finances rectificative, ce qui veut dire qu'on rebat les règles du jeu tous les 6 mois. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'entreprise. Une fois que j'ai fait ces premières remarques, je voudrais dire que j'ai été très, très favorablement impressionné par les propos des personnes qui m'ont précédé. Je venais ici en me posant bien des questions et je suis très content d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Et je dois dire que je partage la plupart des choses. Je pense notamment que lorsqu'on parle de fiscalité, il ne faut pas faire du fiscalisme. Je dirais que la fiscalité, c'est un peu comme la guerre, il ne faut pas la laisser seulement à des fiscalistes, sinon on va vers des catastrophes. Et je dirais aussi, je lisais ça dans le Monde il n'y a pas très longtemps, au sujet d'un cinéaste. Vous savez, Vivendi, c'est le cinéma et la musique. Donc je fais référence ici au cinéma, un cinéaste américain qui s'appelle James Gray, qu'on qualifie de cinéaste de la tragédie ordinaire, et qui rappelait, alors certainement qu'on peut prêter le propos à d'autres, que la civilisation, c'était la forme polie et institutionnalisée de la sauvagerie. Et je crains que le monde fiscal est un monde de sauvagerie. C'est ce que rappelait le premier intervenant, ou en tout cas c'est comme ça que je le traduis. C'est-à-dire que quand on se pose des questions sur la territorialité infra-étatique, supra-étatique, étatique ou désétatisée, on voit bien la difficulté de l'exercice. Et en fait, il ne faut pas oublier, alors je parlais tout à l'heure de la télévision et du cinéma, je vais maintenant vous faire peut-être entendre une petite musique différente. Il ne faut pas oublier que la fiscalité, c'est un élément dans la vie de l'entreprise. Et si je dis cela, c'est parce qu'il y a des considérations qui, à mon avis, sont oubliées dans le débat. Et ces considérations faussent la perception des problématiques de territorialité. Elles les faussent parce que finalement, les problématiques BEPS sont venues de la crise, comme on l'a rappelé. Finalement, les États manquaient de recettes et on a regardé finalement, mais qui ne paye pas? On est assez facilement arrivé aux multinationales. Et dans ces multinationales, on ne peut pas oublier qu'il y avait les GAFA. Alors les GAFA, ici, je ne parle pas d'économie numérique, puisqu'effectivement, Amazon, j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu la redoute. Voilà, c'est une redoute qui a réussi, effectivement, mais ce n'est pas très différent de la redoute comme modèle économique. Et donc, on ne se pose pas la question de pourquoi ces entreprises sont si riches. Et je pense que ces entreprises sont si riches, ou sont aussi riches que cela, parce qu'elles ne payent pas nécessairement leur contenu. Et il est assez étonnant de noter quelque chose qui est un peu passé sous silence pour peut-être la plupart d'entre vous, mais pour Vivendi, pas vraiment, parce que c'est le cœur de notre métier, la réforme des droits d'auteur. La réforme des droits d'auteur et des droits voisins. Hier, au Parlement européen, la commission juridique du Parlement a fait voter un texte qui modifie la rémunération des auteurs et la rémunération des ayants droit. Curieusement, se sont opposés à ce texte avec force lobbyiste Google, Facebook, Apple. Et finalement, si ces entreprises-là de l'économie numérique payaient les contenus finalement, alors peut-être qu'elles ne seraient pas si riches,